Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal Afrique. En Ouganda, les résultats de la présidentielle doivent être proclamés dans un délai de 48 heures après la clôture du scrutin. Un scrutin qui oppose notamment le président sortant, Yoweri Museveni, à son principal challenger, Bobi Wine, qui a promis des manifestations en cas de fraude électorale. Philippines de Clermont-Tonnerre, Lionel Bellon. Un scrutin présidentiel qui a débuté par un flop. Je suis arrivée vers 7h30 car on nous avait dit que l'élection commencera à 7h. Mais nous sommes toujours là à attendre les machines. On nous dit qu'elles ne sont pas encore arrivées. Dans de nombreux bureaux de vote, les électeurs ont dû attendre plusieurs heures pour mettre leur bulletin dans l'urne. Et lorsqu'enfin arrivent les fameuses machines censées permettre de vérifier l'identité des votants et garantir la transparence du scrutin, nouveau couac. Beaucoup ne marchent pas. Même avec le président venu voter à Rwakitura. Mais Yoweri Museveni, candidat à un 7e mandat, n'accorde guère d'importance à l'incident. J'ai posé l'empreinte de mon pouce droit. La machine ne l'a pas accepté. Alors j'ai mis le gauche et elle ne l'a toujours pas accepté. Le facteur décisif était le visage. Mon visage a été accepté par la machine ici. Donc la machine fonctionne. La commission électorale déclare ne pas être en mesure d'expliquer l'origine des pannes. Mais l'opposant Bobi Wine y voit surtout une manœuvre supplémentaire du gouvernement pour confisquer l'élection. Cette irrégularité parmi beaucoup d'autres se poursuit. J'appelle encore une fois tous ceux qui n'ont pas voté à se rendre rapidement aux urnes. Votre vote est votre voix et vous ne devez permettre à personne de l'étouffer. La journée n'est pas terminée que l'opposition dénonce des bourrages d'urnes et fait état d'arrestations dans ses rangs. Alors que le scrutin est en cours, nombre de nos agents ont été arrêtés et d'autres sont en fuite. Notre vice-présidente chargée de l'Ouganda occidental, Jolie Jacqueline Tukamashaba, a été arrêtée et emmenée vers une destination inconnue. Des témoins qui ont suivi la voiture qui l'a emmenée nous ont indiqué qu'elle se dirigeait vers la caserne. Selon Amnesty International, au moins 400 partisans de Bobi Wine ont été arrêtés durant sa campagne. Un important dispositif de sécurité est déployé dans le pays. Depuis mardi, la population n'a plus accès à Internet. Le pouvoir dit vouloir ainsi lutter contre la désinformation. Et pour aller plus loin, nous sommes avec le politologue Mathias Hompey. Bonsoir, vous êtes l'un des responsables de l'ESA, l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique. Un président de 81 ans qui ne veut pas lâcher le pouvoir, un opposant d'une quarantaine d'années régulièrement malmené, Internet coupé à quelques jours de l'élection. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Disons que pour quelqu'un qui suit, je dirais, la politique en Ouganda, ce n'est pas une grosse surprise. Disons qu'on se demandait quand est-ce que tout ceci allait se reproduire parce que le président Museveni et son gouvernement sont des habitués du fait. Si vous suivez les élections passées, c'était à peu près le même scénario, c'est-à-dire qu'on empêche, n'est-ce pas, le candidat de l'opposition de faire campagne. On arrête ses partisans, on coupe l'Internet à l'approche du jour des élections. Cette fois-ci, le gouvernement avait fait une promesse ferme qu'il n'y aurait pas de coupure, mais finalement, comme vous le constatez, ça a eu lieu. Donc, il n'y a pas une grosse surprise lorsqu'on suit ce qui se passe en Ouganda. Même scénario en Ouganda, mais est-ce que vous diriez que c'est un scénario qui se répète ailleurs également sur le continent ? Disons qu'en partie, lorsque vous regardez le continent aujourd'hui, moi je diviserais les élections quand elles se conduisent en 3 catégories. Vous avez des pays, et c'est à peu près, si vous prenez par exemple les 2 dernières années, vous avez 30% à peu près des pays où on peut dire que les élections sont relativement inclusives et compétitives parce que pour ces élections, les opposants ont pu gagner. C'est-à-dire que les partis au pouvoir ont perdu. Je peux citer le Sénégal, le Ghana, je peux citer l'Afrique du Sud, les Seychelles, le Botswana, etc. Vous avez cette première catégorie, mais c'est sur à peu près 30% des élections. Vous avez également 30% des élections où, pour une raison ou une autre, les opposants n'arrivent pas à participer aux élections. Le cas le plus récent,
C'est en Tanzanie, où tous les leaders, les grands leaders de l'opposition ont été empêchés. Et vous avez vu les conséquences. Il y a eu des dizaines de morts, des centaines de morts même, je dirais. Et vous avez 40% à peu près des élections, donc la troisième catégorie où vous voyez que les élections sont relativement ouvertes. Donc je mettrai, par exemple, l'Ouganda dans ce cas, parce qu'au moins le candidat de l'opposition a pu participer aux élections. Mais le jeu est tellement restreint, l'espace est tellement restreint que l'opposition n'arrive pas à s'exprimer. Mais comment vous expliquez cela après la vague de démocratisation des années 90 ? Pourquoi la démocratie élective semble-t-elle en crise ? Disons que, pour nuancer un peu, avant de revenir sur les raisons que je peux donner pour l'Afrique, disons que la démocratie est en crise partout dans le monde. Vous prenez n'importe quelle région du monde aujourd'hui, disons que la démocratie est en déclin. Donc l'Afrique ne fait pas exception. Et donc, normalement, quand on suit l'évolution de la démocratie en Afrique, le déclin a commencé depuis une quinzaine d'années. Et ça a été relativement lent, mais ça a été constant. Et donc, aujourd'hui, on observe de plus en plus donc, de situations que j'ai décrites, où les élections sont exclusives, de situations où l'opposition ne veut pas participer aux élections. Mais on observe surtout un phénomène qui est inquiétant, deux phénomènes, je dirais. Le premier, c'est ce processus d'autocratisation. Je crois que les chercheurs du VDM l'appellent autocratisation, où vous avez des élus qui utilisent le processus démocratique pour restreindre l'espace civique et politique et pour réduire la qualité de la démocratie. Mais vous avez aussi, de l'autre côté, les phénomènes de coup d'État qu'on a commencé à observer, alors qu'il y a quelques années, on n'en observait pratiquement plus. Alors on a vu la Gen Z manifester récemment dans plusieurs pays d'Afrique, notamment à Madagascar ou encore au Maroc. N'est-ce pas là la plus grande menace pour ces pouvoirs en place ? Vous avez raison. Ça, c'est une menace qui devrait concerner quasiment tous les pays. Parce que, comme vous le savez, l'une des caractéristiques de la démographie africaine, c'est justement le fait que les jeunes constituent une large majorité, n'est-ce pas, de nos populations. Ces jeunes sont les plus exclus du fonctionnement aussi bien de la politique que de l'économie. Ils sont au chômage, ils ont fait des études, ils ne trouvent pas du travail, etc. Et donc, ils sont les plus connectés, la connexion, l'Internet qui est le moyen le plus utilisé, n'est-ce pas, par cette génération Z, pour se soulever. Et moi, je pense que quand on regarde le degré de frustration des citoyens africains vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie, je pense que ça devrait être une préoccupation pour tous les pays. Même les pays où on a le sentiment que la démocratie continue quand de bien fonctionner, ils ont intérêt à prendre au sérieux, n'est-ce pas, les préoccupations des jeunes et cette capacité que ces jeunes ont de se soulever et de rendre, n'est-ce pas, la gestion des pays difficiles, comme on l'a vu. Vous avez cité le Kenya, vous pouvez citer Madagascar, citer le Maroc, et je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Mathias Umpe, merci. Je rappelle que vous êtes politologue et l'un des responsables de l'ESA, l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique.